Sur la Côte d'Azur, un petit voilier prôné par un yacht de plus de 30 mètres. L'embarcation a aussitôt coulé. Les 2 plaisanciers sont morts. Une enquête a été ouverte. Les poids lourds pourront emprunter le tunnel du Mont Blanc à partir de mardi prochain. Violente protestation des écologistes qui entendent intervenir. C'est également mardi que s'effectuera la rentrée parlementaire. La session extraordinaire qui accueille bon nombre de nouveaux députés sera marquée d'abord par la bataille pour le perchoir. L'une des toiles de la prodigieuse série des Nymphéades de Claude Monet, mise aux enchères chez Sotheby's à Londres, une vente unique à un prix inestimable. Madame, Monsieur, bonsoir. 24 heures après la collision entre un petit voilier et un yacht de plus de 30 mètres, les recherches se poursuivent au large de Saint-Raphaël. On arrive mal à imaginer comment, par temps calme et en pleine mer, l'épronnage d'une petite embarcation ait pu se produire. Celle-ci a aussitôt coulé, une enquête a été ouverte et les hommes d'équipage sont toujours entendus. Nathalie Jourdan, Frédéric Surelli. Choqué, le propriétaire du yacht ne comprend toujours pas ce qui s'est passé. Il n'était pas à bord au moment de l'accident. Voilà ce qui reste du petit voilier que son navire de 32 mètres a éperonné hier. En quelques secondes, le voilier a coulé à pic, emportant 2 plaisanciers. Un seul corps a été repêché, celui d'une femme. Une personne peut-être a été emprisonnée au fond du bateau et coulée avec, chose qu'on ne pensait pas au sein de notre équipage parce que vu l'état des petits débris, je répète, ça, on pense qu'il a vraiment été pulvérisé. Le yacht, le voici, le John John, saisi à quai, à peine éraflé. On change la pellicule, on fait le bâbord. Les indices, les gendarmes les recherchent sous l'eau, sur la coque. Placé en garde à vue, le capitaine du yacht dit ne pas avoir compris la manœuvre du voilier, mais la réglementation en mer est formelle. Un navire faisant route qui est au moteur, qui navigue au moteur, doit à tout prix s'écarter d'un voilier qui fait route. C'est une règle qui s'applique à tous les navires à moteur. Yacht, voilier, pointu, en été, les côtes azuréennes ont des allures d'autoroute. Au moins 1 ou 2 fois déjà, on a eu des chaleurs parce qu'on avait des bateaux qui nous fonçaient dessus. Alors soit ils sont sous pilote automatique, ils ne regardent pas devant, soit on pêche dans des zones où ils n'ont pas l'habitude, parce qu'en fait c'est essentiellement des bateaux qui font Cannes Saint-Tropez. Les accrochages sont nombreux mais rarement mortels. Le 2e occupant du voilier n'a toujours pas été retrouvé. Les recherches seront abandonnées à la tombée du jour. On apprend à l'instant que le capitaine sera déféré demain au parquet de Draguignan. La canicule s'est abattue ce matin sur le marathon de Lyon. Au-delà des malaises dont souffrent plusieurs coureurs, un homme s'est écroulé. Il est toujours en réanimation. Les médecins sont réservés. L'épreuve à laquelle participaient 3500 amateurs n'a pas été interrompue. Nathanaël de Ringsa. Malgré la fatigue, les marathoniens ont encore la force de sprinter jusqu'à la poubelle. Ce point d'eau est pris d'assaut, comme tous les ravitaillements installés par les organisateurs. Les concurrents sont à la recherche de la moindre trace de fraîcheur. Ce matin à Lyon, le marathon s'est déroulé sous la canicule. Je pense que les coureurs qui s'inscrivent sont prêts. Nous, au niveau des ravitaillements et au niveau du soutien médical, on est vraiment costaud aussi. Donc j'espère que ça se passera bien. 25 degrés à 8h30, 33 degrés à 10h30 sur la ligne d'arrivée. La température a surpris les 3500 engagés. Plusieurs participants ont été traités pour des hyperthermies. Un homme a même été hospitalisé d'urgence. Il est actuellement en réanimation à l'hôpital Saint-Joseph dans un état jugé sérieux par les médecins. C'est une personne d'une 40aine d'années, pourtant un sportif accompli. Mais c'est vrai que ce genre de syndrome arrive malheureusement même chez des sportifs très accomplis. Si les meilleurs ont terminé en moins de 3 heures, la majorité des inscrits a passé la matinée sous le soleil. Aujourd'hui à Lyon, il ne faisait pas un temps à mettre un marathonien dehors. Les gars qui sont vraiment très bien entraînés, qui se sont préparés dans la chaleur, etc. Peut-être ça peut passer devant. Mais je pense que pour le commun, pour le groupe derrière, là ça fait des dégâts parce que les gens ne sont pas spécialement bien entraînés, préparés pour la chaleur. Jusqu'à cette année, le marathon de Lyon se déroulait en automne. Pour 2003, les organisateurs vont peut-être revoir leur copie. Les très fortes chaleurs qui touchent la région de Marseille ont provoqué de nouveaux pics de pollution à l'ozone. Recommandations habituelles pour les personnes sensibles, enfants ou personnes âgées pour éviter toute activité physique. Caroline Gauthier, Christophe Larocca. Votre attention s'il vous plaît. Nous vous conseillons de bien vous protéger du soleil, de prendre des bains fréquents
et de boire régulièrement. 3 conseils renouvelés à plusieurs reprises cet après-midi par les secouristes et que les Marseillais, en habitués du soleil, ont suivi à la lettre. Pour preuve, des plages prises d'assaut par les familles venues chercher la toute relative fraîcheur de l'eau, une denrée rare puisqu'il faut la partager, mais essentielle pour les enfants en bas âge. On était le plus souci de le laisser dans l'eau. Sinon, il est bien protégé. C'est pas facile en fait. Vers 17h, au port de la Pointe-Rouge, les plaisanciers retrouvent la terre ferme. Eux seuls auront échappé au pic de pollution à l'ozone enregistré aux alentours de Marseille. Quant à la chaleur, ils l'ont appréciée. En mer, c'est vrai qu'on ne se rend pas compte qu'il fait aussi chaud. Donc on a passé vraiment une très très bonne journée. Déjà, il y a moins de monde là où on va, donc ça fait moins pénible. En plein cœur de Marseille, seuls les bains de pieds sont autorisés. Mais ici, plus au calme, on respire. Non mais là ici c'est frais, il y a l'eau, tranquille, on est bien. Demain, le ciel devrait se couvrir sur Marseille, c'est en tout cas ce qu'annonce Météo France. Exit donc la pollution, mais pas la canicule. Nouvelle manifestation à Orly des riverains contre les nuisances sonores. Un cortège de quelques centaines de personnes encadré par des élus locaux des différentes communes qui protestent avec d'autant plus de véhémence que la réorganisation du trafic aérien et les nouveaux couloirs d'atterrissage et de décollage sont encore plus perturbants. C'est donc mardi prochain que le tunnel du Mont-Blanc sera ouvert à tous les camions. La décision avait été prise début avril et même si les poids lourds ne pourront rouler que de façon alternative et à une vitesse limitée, l'hostilité des écologistes et d'une partie de la population de Chamonix fait craindre de nouvelles manifestations. Julie Benzoni, Éric Napier. Difficile pour les touristes venus se ressourcer à Chamonix d'ignorer les déboires du tunnel du Mont-Blanc. Partout en ville, des tracts, des affiches qui annoncent la manifestation de mardi. Non aux camions et non à la pollution. Les camions, pour gravir les 700 ou 800 mètres de dénivelé, consomment beaucoup plus, carburent très mal, donc rejettent énormément de poussière fine, de CO2, etc. Donc c'est une vallée qui va redevenir polluée si les poids lourds reviennent ici. Depuis 1999 et la fermeture du tunnel aux poids lourds, la pollution a été divisée par 5. Le Mont-Blanc sans camion, un plus pour les touristes et les habitants. Point de vue circulation et tout, à tout point de vue. Hein. Oui, point de vue respiration aussi, moi je trouve qu'on a beaucoup moins de rhume, de trucs. Depuis que les camions ne passent plus, regardez quel temps on a. C'est un fait, ça, il faut quand même approuver les bons moments. Dans 2 jours, sur cette route en plein travaux, des camions de transport internationaux de 38 tonnes. Les habitants craignent bouchons et accidents, c'est pour ça qu'ils bloqueront le tunnel mardi. En attendant, chacun se prépare et réfléchit une fois de plus à une autre solution. Strictement rien ne peut justifier du passage des poids lourds dans le tunnel du Mont-Blanc. Ni la réalité du site, ni la réalité routière de l'Europe. Les quelques 150 associations écologistes de la région seront présentes mardi devant le tunnel. Les forces de l'ordre aussi. L'escadron de gendarmes mobiles déjà sur place sera renforcé à partir de cette nuit. Les rescapés du tremblement de terre en Iran se plaignent de la lenteur des secours et manifestent leur colère. Les autorités iraniennes n'avaient pas accepté l'offre d'assistance de George Bush. Aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur se dit prêt à recourir à une aide non gouvernementale. Frédéric Rota. Les corps à peine dégagés des décombres sont aussitôt enterrés. La souffrance est indicible pour ceux qui restent. Lui aussi a tout perdu, sa femme, ses enfants, sa maison. Au moment des secousses, les hommes des villages étaient aux champs pour travailler. Seuls dans les maisons, les femmes et les enfants. Si le tremblement de terre s'était produit un jour avant, en plein week-end en Iran, il n'y aurait pas eu 222 victimes, mais plus de 1000. 1 millier de blessés recensés, mais une infrastructure médicale insuffisante. Ce directeur d'hôpital raconte qu'il a dû refuser une trentaine de blessés, faute de moyens. Dans les villages, les rescapés se plaignent de la lenteur des secours pour retrouver les survivants et attendent beaucoup de l'aide étrangère. Les populations s'inquiètent de l'arrivée de l'hiver. L'hiver est très rude dans cette région. Lorsqu'on leur a demandé s'ils voulaient également de l'aide américaine, ils répondent bien évidemment, puisque tous les moyens sont nécessaires pour reconstruire les milliers de maisons qui ont été détruites ou endommagées dans cette région.
Le ministre iranien de l'Intérieur a décidé de ne pas accepter l'aide directe du gouvernement Bush. Seules les organisations humanitaires américaines pourront épauler le peuple iranien. L'organisation terroriste Al-Qaïda revendique l'attentat contre la synagogue de Djerba en Tunisie à travers un enregistrement vidéo dont il ignore la provenance et la date exacte et diffusé aujourd'hui sur la chaîne Al Jazeera. Les États-Unis sont à nouveau directement menacés, ce qui ne pourra qu'amplifier la psychose des attentats dans le pays. Correspondance Étienne Lénart. Souleymane Abou Gaït est depuis plusieurs mois le nouveau porte-parole d'Al-Qaïda. Et dans la dernière livraison de ses diatribes à l'égard de l'Occident, diffusée par la chaîne d'information arabe Al Jazeera, il n'y va pas de main morte. Ben Laden et ses lieutenants sont toujours vivants et en bonne santé, raconte-t-il. On aura d'ailleurs le plaisir de les voir bientôt à la télévision. Il profite de l'occasion pour revendiquer l'attentat du 11 avril dernier contre la synagogue de Djerba en Tunisie. L'attentat avait fait 19 morts et Abou Gaït l'attribue à un jeune militant d'Al-Qaïda qui ne supportait plus, dit-il, de voir ses frères palestiniens se faire tuer pendant que les Juifs se promènent en Tunisie. Quant aux attentats du 11 septembre, il n'était selon lui qu'un début. Et la classe politique américaine évoquait du coup ce matin une possible nouvelle attaque le jour de la fête nationale, le 4 juillet prochain. Il existe des signes que des militants d'Al-Qaïda sont dispersés un peu partout dans le pays et dans le monde. Et beaucoup de lieutenants d'Oussama Ben Laden opéreront d'ailleurs individuellement. Il ne se passe plus une semaine en tout cas sans que les services du contre-espionnage n'évoquent de nouveaux attentats potentiels. La dernière alerte en date concernait la ville de Las Vegas, ville de jeux et d'argent. Mais dans ce déluge de rumeurs et d'informations souvent démenties, il est bien difficile aujourd'hui d'apprécier les risques réels d'une nouvelle attaque terroriste sur le sol américain. En Afghanistan, le gouvernement formé par Hamid Karzai ne comporte plus de ministre de la condition féminine, un poste apparemment supprimé et que détenait une militante du droit des femmes, vice-présidente également du gouvernement intérimaire dont nous avions fait le portrait il y a quelques semaines. Nouveau massacre en Algérie. Cette fois-ci, ce sont 7 jeunes gens qui ont été assassinés, 2 autres blessés. Ils ont été attaqués alors qu'ils faisaient une partie de football à une vingtaine de kilomètres de la capitale. Aux États-Unis, les violents incendies qui touchent maintenant l'Arizona ne perdent en rien de leur intensité. 2 foyers menacent de fusionner. Les flammes sont poussées par des vents très forts. Des milliers d'hectares sont partis en fumée. Patrice Vollet. Avec les moyens du bord, ces Américains luttent contre les flammes et des vents de 70 km/h. Mais rien n'arrête l'immense incendie surnommé Rodeo. Déjà 60 000 hectares détruits en Arizona, sur la côte ouest des États-Unis. 1500 pompiers mobilisés et 35 bâtiments calcinés depuis mardi dans ces montagnes rocheuses. Par mesure de précaution, 8000 personnes ont déjà été évacuées et mises à l'abri, loin des feux. Dans le calme, elles ont improvisé de rapides déménagements, quelques objets chers à protéger des flammes. La sécheresse de ces derniers mois a favorisé le développement de l'incendie. Les fortes températures de cette semaine également. L'été va être rude, a simplement déclaré le porte-parole des pompiers. Aux États-Unis, toujours dans l'Ohio, une centrale électrique à charbon, l'une des plus puissantes des États-Unis, a décidé de racheter tout un village qui pourrait être touché par la pollution de cette entreprise. Les habitants sont prêts à faire leur bagage contre un chèque substantiel. Pascal Golomer. Voilà plus de 30 ans que la vieille centrale à charbon crache ses fumées. Elle investit pourtant dans des nouveaux systèmes anti-pollution, mais rien n'y fait. Les voisins continuent de tousser. Le conseil municipal propose alors la solution radicale. La centrale rachète les 90 maisons du village pour 20 millions de dollars et elle pourra continuer de polluer sans gêner personne. Ça a été une sacrée surprise pour tout le monde. On ne se doutait pas qu'ils avaient l'intention de racheter tout le village. Mais ils ont dit que c'était moins cher d'acheter tout le village que de payer, d'ici quelques années, des millions de dollars à des gens qui seraient tombés malades. Car c'est stipulé dans le contrat. En vendant sa maison, Laurie Hammond renonce à porter plainte plus tard contre la centrale si jamais les problèmes d'asthme de sa fille s'aggravent. Qu'importe, elle souhaitait de toute façon déménager au plus vite. C'est une très bonne affaire pour nous. Il y a des gens dans ce village qui essayaient de vendre leur maison depuis 5 ans et personne n'avait voulu l'acheter jusqu'à maintenant. C'est un très bon prix que nous avons obtenu avec cet accord et ça sera plus facile d'aller s'installer ailleurs. Les responsables de la centrale jurent de n'avoir forcé personne. Après tout, l'idée vient du village
eux n'ont fait que saisir l'occasion pour agrandir leurs installations dès que les habitants seront partis. Certains ne veulent pas partir, mais ils réalisent bien qu'ils n'auront pas le choix, parce que c'est une décision prise par les élus du village. Et vous savez, dans notre pays, les décisions se prennent à la majorité. Tant pis pour ceux qui seraient bien restés au bord de l'Ohio quelques années supplémentaires. La famille Scholler vit ici depuis 4 générations. Elle n'a pas voté pour la vente. Elle pliera bagages, malgré tout, le chèque en poche, mais sans enthousiasme. Ils ont l'argent, ils peuvent donc continuer de polluer en toute impunité. Ils ont payé pour ça. Et c'est leur droit. Mais moi, je pense que la loi devrait être plus stricte contre les pollueurs. Ce n'est pas à l'ordre du jour aux États-Unis. Mais ce déménagement inédit pourrait peut-être donner des idées à d'autres industriels pour mettre fin à leur querelle de voisinage. À Colmar, violent incendie dans une maison du centre historique de la ville. Une jeune fille a trouvé la mort dans son appartement. Plusieurs personnes ont été intoxiquées. C'est une friteuse en débordant qui s'est enflammée. De nombreuses heures ont été nécessaires pour éteindre le sinistre. Sur place, une 50aine de sapeurs-pompiers, dont 3 ont été blessés. Précisément à l'occasion de la journée nationale des sapeurs-pompiers, de nombreuses casernes, soucieuses de susciter de nouvelles vocations, ont décidé une opération portes ouvertes, une opération séduction pour encourager l'arrivée cruciale de nouvelles recrues. L'exemple à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, Yann Franti, Fabrice Dujardin. On y va? Allez, c'est parti. Le casque est un peu grand, la tenue pas vraiment ajustée et en plus il faut pousser. Pas grave, ces enfants sont prêts à tout pour revêtir l'uniforme, car pompier, ça fait rêver. Ils sauvent tout le monde, quand ils sont blessés, ils les ramènent à l'hôpital et puis ils les sauvent. Moi c'est une passion depuis tout petit, puis j'aime bien ce métier-là parce que justement on aide les gens, mais on pense pas qu'à nous et puis on va aider les autres. Aider les autres, et parfois à l'aide de moyens lourds, comme ces grandes échelles transformées le temps d'une journée en aire de jeu géante pour les enfants. Ça t'a plu? T'as pas eu peur? Ici, toutes les facettes du métier sont présentées, comme cet accident de la route simulé, exercice de désincarcération. Soulager, glisser, halte. Plus fréquent qu'on ne peut l'imaginer, il y a aussi les interventions insolites. Ces serpents, par exemple, ont été récupérés dans les rues de Paris. Nous, on est habitués à capturer à peu près tout et n'importe quoi. Alors, il nous est arrivé de faire un hippopotame, c'était sauvé d'un cirque. Un chameau, une fois que des gens avaient amené au 3e étage sur un palier. Alors, c'est des animaux qui montent bien les escaliers, mais qui les redescendent pas. Donc, ça pose un peu de problème. Voilà. Enfin, une grande nouveauté cette année, l'arrivée des 8 premières filles à la brigade, des filles très motivées. On a été très bien intégrés dès le départ. On n'a pas, on n'a pas à se plaindre, on fait attention à nous aussi. Et puis d'aller sur le terrain, c'est comment dire, enrichissant. Aujourd'hui, ce n'était qu'un terrain de jeu, une fumée inoffensive, sans danger, mais qui aura peut-être fait naître de nouvelles vocations. Véritable question de société ces derniers mois, le fœtus a-t-il une existence légale? Derrière cette question apparemment philosophique, il y a la souffrance de ces familles qui se sont tournées vers la justice pour obtenir reconnaissance et indemnisation en cas d'erreur médicale pendant la grossesse. Laetitia Legendre, Marie-Pierre Cassignard. Le fœtus est-il une personne? Et peut-il être, lui aussi, victime d'un homicide? Un débat juridique, éthique, qui se posera de nouveau devant la Cour de cassation mardi prochain. Cette fois, c'est la mort in utero d'un fœtus de 9 mois à la suite de négligence médicale qui pose la question de la protection pénale du futur bébé. Autour de son statut, il existe un véritable vide juridique et législatif. Là, on est précisément dans ce moment où on va basculer vers l'indemnisation au bénéfice d'un fœtus qui n'est pas encore né. Et là, c'est vrai qu'on ouvre une brèche très importante qui risque d'avoir des conséquences lourdes, puisqu'on en viendrait à indemniser des décès in utero, on en viendrait à indemniser peut-être des fautes médicales lors d'une intervention sur un fœtus, par exemple. Pour les médecins, le fœtus est un patient qui requiert des soins, mais il n'est pas une personne à part entière. Lui reconnaître ce statut pourrait avoir de lourdes conséquences pour l'avortement ou les recherches sur l'embryon. Ça peut donner lieu à beaucoup de contestations. Ce que je peux dire, c'est qu'alors là, nous tombons dans ce que les juristes appellent l'insécurité juridique. Nous ne saurons plus où nous allons. Homicide par homicide, incertitude totale.
drame en fait pour la société civile et drame bien entendu pour le corps médical. À partir de 6 mois, lors d'une interruption médicale de grossesse ou d'un bébé mort-né, les parents peuvent faire reconnaître leur enfant, l'inscrire sur le livret de famille, le faire autopsier, l'inhumer. Mardi, la Cour de cassation devra répondre à la question fondamentale: à partir de quand devient-on une personne à part entière? Politique française avec la rentrée parlementaire, une session extraordinaire qui s'ouvrira mardi après-midi. De nombreux jeunes députés ont déjà découvert les lieux et cette fin de semaine, ils retournaient dans leur circonscription. Portrait croisé de ces nouveaux élus, l'un dans la majorité, l'autre dans l'opposition, avec parfois peu de moyens financiers mais beaucoup d'enthousiasme. Arnaud Boutet, Émilie Lançon, Jean-Yves Plan. Il était déjà maire, le voilà aussi député. Nouvelle fonction, nouveau titre. À l'heure des félicitations et des autographes, Jérôme Chartier ne sait plus vraiment quoi signer. À votre avis, qui est-ce qui signe là? C'est le maire ou c'est le député? C'est le député maire. Bon, ben, c'est le député maire. Le député maire. C'est surtout le maire qui signe. C'est le député maire. C'est surtout le maire. Dans le 11e à Paris, Daniel Hoffmann-Rispal remercie ses électeurs sur les marchés. Félicitations. Celle qui a fait tomber le député sortant Georges Sarr n'a pas d'autre choix pour écouter les Parisiens. Bon, ben pour vous que ça dure. Madame Hoffmann, faute de bureau, vous recevez dans la rue, quoi. Tout à fait. C'est ce que je fais depuis le début de la campagne, parce que je n'ai pas eu le temps de trouver un local. Vous savez, 4 semaines, c'est vraiment très court. Dans le Val d'Oise, monsieur le maire de Daumont explique à ses adjoints qu'il sera forcément moins maire puisque député. Bref, sur certains dossiers, il ne faudra plus compter sur lui. Je vais peut-être moins suivre opérationnellement les travaux qui sont faits dans les écoles. Donc ce que je voudrais, c'est que ça soit fait avec la même précision. Sa circonscription comprend une partie de Sarcelles, 130 000 habitants. Le chiffre n'impressionne pas Jérôme Chartier. Le député met en avant son expérience de maire. Ça vous rôde? Oui, c'est vrai. Mais c'est même pas un rodage. C'est que ça vous donne l'expérience de la proximité. Et je crois que vous ne pouvez pas être élu si vous n'êtes pas proche des gens. À votre disposition pour l'avenir. Conseillère de Paris, maintenant députée, Daniel Hoffmann-Rispal veut appliquer elle aussi la même méthode, celle de la proximité. Ils ont envie de parler. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont besoin de parler. Je viens d'entendre, mais il va falloir se battre, il va falloir reconstruire la gauche. Je l'ai entendu plusieurs fois ce matin. Ce matin, on affichait encore le sourire victorieux. Mais la fête est bientôt finie. Mardi, c'est la rentrée. Les députés prennent définitivement le chemin de l'Assemblée. Et puis Jacques Barrot, le président du groupe UMP à l'Assemblée, désigné il y a quelques jours, est revenu sur le SMIC et la décision du Premier ministre de ne pas donner un coup de pouce au 1er juillet. Chez nos confrères du grand jury RTL Le Monde, Jacques Barrot explique et justifie la position de Jean-Pierre Raffarin en évoquant le risque de perte d'emploi. Nous l'écoutons. Qu'est-ce que nous voulons? Nous avons encore 9% de chômage dans ce pays. Il faut maintenir des emplois. Et c'est un député qui vous parle, un député qui est au contact des industries de main-d'œuvre, qui sait de quoi il parle. Je peux vous dire qu'une mesure improvisée, mal négociée sur le SMIC, c'est des pertes d'emplois. Il est vraisemblable qu'il faudra, à terme, un accord entre les partenaires sociaux pour rattraper rapidement cette unité du SMIC. La semaine qui s'ouvre sera celle des soldes d'été qui, contrairement aux dernières saisons, seront en ordre dispersé. Les commerçants n'ont pas attendu le 25 juin pour commencer à proposer des promotions astucieuses à leurs clients. Les bonnes affaires commencent avant les soldes. Luc Bazizin, Marie-Pierre Cassignard, Philippe Luthier. Bientôt, les pieds en éventail fleuriront sur les plages. En attendant, il va bien falloir garnir la valise et donc la garde-robe. Bizarrement, ce grand magasin est loin d'afficher complet. Les caissières attendent désespérément de la visite. En fait, dans 3 jours, les clients ont un rendez-vous essentiel. Comme vous pouvez le constater, la fréquentation est évidemment plus faible aujourd'hui puisque nos clients, et c'est bien normal, attendent les soldes de mercredi. Mais certains commerçants s'impatientent déjà et ont du mal à attendre la date officielle qui autorise les prix réduits. Alors, dans cette rue parisienne, à l'occasion d'une brocante, les vitrines annoncent des rabais, des ristournes, des promotions. Tous les termes sont bons pour ne pas encore parler de soldes. Pendant les soldes, je vous rappellerai, monsieur, qu'on a le droit de vendre à perte. Pendant les promotions, c'est strictement interdit. Vous comprenez, c'est une grande différence. Alors il y a toujours un tas de truqueurs, parce qu'ils estiment qu'on commence pas assez tôt. Ils essaient toujours de doubler les autres dans les virages, comme je dis, et je trouve ça absolument intolérable. Il faut arrêter un petit peu ce système.
Dans l'arrière-boutique de la majorité des magasins, la mise en scène se prépare pour le grand rendez-vous d'été. Une rencontre avec le client où le chiffre d'affaires est en moyenne multiplié au moins par 5 pendant cette période. Attention, la course aux bonnes affaires ne commencera pas pour tout le monde en même temps. En région parisienne, ce sera donc mercredi prochain, alors qu'en Charente-Maritime, il faudra attendre le 6 juillet. Depuis plusieurs siècles, la marine royale est installée à Rochefort, en Charente-Maritime, et c'est une page d'histoire qui se tourne avec le départ définitif de ce corps d'armée qui quitte les lieux pour cause de restructuration militaire. Entre fête et nostalgie, Nicolas Châteauneuf et Philippe Ritten. Le geste est symbolique et chargé d'émotion. Aujourd'hui, la marine a rendu ses clés aux habitants de Rochefort. Celui qui a la lourde tâche de fermer la maison, c'est lui. Le capitaine Renaud sera le dernier commandant de la place. Sa fonction a traversé les siècles, mais elle prend fin aujourd'hui. Ça fait donc 333 ans que les marins se sont succédés dans ce bâtiment et que pour un commandant, il est toujours triste de quitter le navire sans pouvoir remettre ce navire à un autre commandant. En ville, à l'heure du départ, chacun y va de sa déclaration d'amour. Il paraît que ça porte bonheur, donc voilà. Rochefort sans les marins, c'est plus Rochefort. Les autres choses, c'était carrément différent. Quand les militaires sortaient le soir, les autres choses, c'était vraiment... Pour l'heure, le drapeau de la Royale flotte encore, même si les 100 marins en poste céderont bientôt la place à un centre de formation de la gendarmerie. 600 militaires en bleu marine, car ici tout rappelle la vocation maritime laissée en héritage par Colbert et Louis XIV. Pour prouver leur attachement à cette tradition, les Rochefortais vont très loin. Depuis 5 ans, ils reconstruisent à l'identique l'Hermione, une frégate du XVIIIe siècle. Sans doute le plus bel hommage qui soit, rythmé pour l'occasion au son des binious du bagat de l'Anne Bioué. Alors c'est sûr, il y a un peu de nostalgie, mais la marine aura mis un point d'honneur à partir en fanfare. Et puis l'essentiel, n'est-il pas que les plus jeunes gardent le pied marin? L'inauguration hier soir de Vulcania, le parc européen des volcans. L'initiateur, vous vous en souvenez, n'est autre que Valéry Giscard d'Estaing. Ce parc à thème qui, à l'époque, avait suscité de nombreuses polémiques et a mis plusieurs années à voir le jour. Carole Cuilliot, Christelle Jorian. Le Puy-de-Dôme en éruption. Le vieux volcan se réveille. À ses pieds, 30 000 personnes pour suivre le spectacle. Pique-nique géant en famille. Un spectacle pyrotechnique sur le thème des volcans. C'est l'inauguration officielle du parc Vulcania. Un parc qui ouvre enfin ses portes, 2 ans de retard sur le programme prévu. Au pied des volcans, 57 hectares entièrement consacrés à la vulcanologie. Ici, tout se passe sous terre. On se retrouve d'abord en plein cœur d'une éruption volcanique. Tout ceci est factice, reconstitué et contrôlé par ordinateur. C'est bien fait, c'est très réaliste, un beau voyage au centre de la Terre. Mais c'est intéressant parce que ça donne une idée aux gens de ce qui peut se passer à l'intérieur de la Terre. Au total, une vingtaine d'attractions. Beaucoup d'animations pédagogiques, films, images de synthèse pour comprendre la vie et le fonctionnement des volcans. C'est bien fait, puis ça explique beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu as appris? Comment ça sortait, quand c'était fait. Beaucoup de visiteurs, il en faudra au moins 500 000 par an pour que le parc soit rentable, car Vulcania a coûté 3 fois plus cher que prévu, 100 millions d'euros. L'accomplissement d'un rêve pour le jeune Sébastien atteint d'une maladie génétique. Il voulait à tout prix voler avec la patrouille de France. C'est chose faite ce week-end à Valenciennes. Ce jeune homme de 23 ans a fait son baptême de l'air sur un ancien appareil de la patrouille de France, un Fuga Magister. Frédéric Vian. Aujourd'hui, Sébastien va réaliser son plus grand rêve. Dans un instant, il va pouvoir monter dans un des avions de la patrouille de France. Or, même si ça ne se voit presque pas, Sébastien est handicapé depuis l'enfance. Il souffre de la maladie de Charcot-Marie-Tooth, une maladie neurologique qui entraîne une perte musculaire et rend ses mouvements très difficiles. Mais ce handicap, Sébastien a décidé de le dépasser pour s'adonner tout de même à sa passion, l'aviation. C'est un défi qui s'est transformé en rêve. C'est-à-dire à chaque année, je me lance ces défis par rapport à mon handicap neuromusculaire. Et aujourd'hui, le défi prend la forme d'un Fuga Magister. Le biplace typique des années 60, à bord duquel Sébastien a pu prendre place. En vitesse de pointe, l'avion dépasse les 800 km/h et il atteint les 12 000 mètres d'altitude. Bref, le Fuga a beau être presque cinquantenaire,
il décoiffe encore. Je voudrais simplement dire à toute personne, en particulier aux personnes handicapées, si vous avez des rêves, il y a des projets pour les réaliser et y aller à 100%. Plan 80 à 100%. Et vous y arriverez. Pour son prochain défi, Sébastien rêve de nager avec des dauphins, pour passer du bleu du ciel à celui des mers. De la Formule 1 avec, contrairement au Grand Prix d'Autriche où Barrichello avait dû laisser gagner Schumacher, le Brésilien a remporté le Grand Prix d'Europe devant son coéquipier réputé imbattable. Il est vrai que la demande de la Scuderia de céder la place dans le dernier tour il y a un mois avait suscité une vive polémique. L'esprit du sport a repris ses droits. Et puis du basket avec la finale du championnat de France, c'est Villeurbanne qui s'est imposé face à Pau Orthez 65 à 64. Villeurbanne qui a eu de la suite dans les idées après avoir perdu 7 fois en finale, dont 3 fois contre Pau Orthez. Manifestation plus que surprenante en Suisse avec cette exposition répartie dans 4 villes. On retiendra comme attraction la possibilité de s'y marier pour 24 heures. Diego Garcia, David Fossard. Se marier pour 24 heures seulement? Une plaisanterie? Non. Ça se passe en Suisse et c'est l'une des idées farfelues d'Expo 02. Une exposition qui bouscule les traditions. C'est bon pour la Suisse d'avoir une chose comme ça parce que on est fiers d'avoir ça. Et puis il y a beaucoup de bonnes idées qui sont représentées ici. Et les idées surprenantes ici, ça ne manque pas. Dans ce cube rouge, les jeunes mariés peuvent briser des assiettes et faire un vœu. Ils peuvent décrocher les souvenirs d'enfance. Bref, découvrir un 6e sens, le bonheur. Il n'y a pas l'ombre d'un doute. Ici, la Suisse vit avec son temps, loin des clichés habituels. Les gens pensent dans des clichés, puis là ils réalisent que, et ben voilà, il y a autre chose aussi qui est possible, même en Suisse. Un cube immense, recouvert de feuilles d'or. Il n'y a plus qu'à se servir. Et puis, quelle mouche a donc piqué les Helvètes pour qu'ils détruisent leurs billets de banque en public? Les différentes expositions interrogent le visiteur avec un regard un peu décalé. L'autodérision est partout, dans les 4 sites qui font l'expo. Effet décoiffant garanti pour ceux qui aiment les sensations fortes. Quant à ceux qui préfèrent le calme, miracle, ils peuvent marcher sur l'eau. Une autre Suisse, vous dis-je. Expo 02, elle veut offrir un laboratoire dans lequel, en tout cas moi je l'espère, les habitants de ce pays pourront se frotter au monde et vérifier par le test lui-même, par l'expérience vécue, que c'est un enrichissement et qu'on ne perd pas son identité à se frotter au monde. La Suisse aurait-elle perdu la boule? Peut-être. Avant d'aller au 7e ciel, nos jeunes mariés ont la tête dans les nuages. Ce n'est qu'un nuage artificiel. Rassurez-vous, il n'y a pas le feu au lac. Pour les amateurs de films, c'est aujourd'hui le coup d'envoi de la 18e fête du cinéma qui durera 3 jours. Pour l'achat d'un premier billet, un carnet permet de voir n'importe quel film pour 1,50 €. No Jazz est en tournée actuellement en France. Il s'agit d'un groupe parisien qui représentera nos couleurs au Festival international de Montréal. Un nouveau phénomène pour cette musique de collage qui permet de se servir de sons aussi disparates que ceux de Jimi Hendrix, Claude François ou Claude Nougaro pour construire leurs tubes. Michel Monponté, Philippe Luzzi. No Jazz, plutôt qu'un groupe, c'est un cocktail à bien touiller avant consommation. Il y a des musiciens visibles et d'autres invisibles. J'ai un grain de folie. Mais c'est la voix de Claude Nougaro, et oui. Et bien comme tous les autres, il est dans la boîte de No Jazz, mixé, découpé, prêt à l'usage. Pour comprendre, il faut se rendre dans le studio, ou plutôt dans le laboratoire de No Jazz. Là, nous retrouvons en tranche fine Nougaro. Musique de récupération, explication. Voilà, les notes sont là, ici. La seule différence, c'est que un piano ou une guitare, ça a un son vraiment précis. Une guitare, ça a un son de guitare. Sauf que ça, sur n'importe quelle note, je peux mettre ce que je veux.
quand je peux mettre une voix, je peux mettre quelqu'un qui parle, je peux le redescendre. Ce papillon gonflé qui trouve toutes mes nuits. Va donc pour du Nougaro pour aider nos jazz. Mais voilà, ce soir-là, si vous aviez une caméra infrarouge, vous auriez pu voir dans la salle un monsieur bien discret, enfoncé dans son fauteuil, les oreilles grandes ouvertes. Claude Nougaro himself, bien sûr. Lui seul peut en effet autoriser cette manipulation de son organe. Verdict, feu vert. Ça prouve qu'il y a de la richesse dans une inspiration. Si un autre a envie d'en faire un peu son interprétation, sa chose, quoi. Après Moby ou Saint-Germain, voici donc venue l'heure des groupes de récupération. Un peu de musique arabe, ou du Hendrix, ou du Nougaro, un peu de jazz, mais surtout beaucoup de copies vendues. Surtout quand c'est aussi bien fait que nos jazz. Une vente aux enchères sans doute unique, puisque l'une des célèbres toiles de Claude Monet, tirée de la série des Nymphéas, sera mise en vente à Londres demain chez Sotheby's, un prix inestimable pour cette toile appartenant à un collectionneur français. Gérard Dalmaz, Bernard Pucessot. La transparence des couleurs, Claude Monet en est un des maîtres. Quand il s'installe en 1883 à Giverny, la demeure lui plaît, bien sûr, mais c'est surtout l'étang qui le séduit. Ces reflets calmes sont, si l'on peut dire, le terrain idéal pour le créateur de l'impressionnisme, l'art de la vibration des lumières. Pour son inspiration, Monet crée ce paradis horticole. À la surface de la pièce d'eau, il fait venir des nénuphars, d'où la série des Nymphéas. 48 variations sur le thème, dont ce chef-d'œuvre de 1906. Acheté par un collectionneur français, donc inédit pour le grand public, c'est une palette de teintes irisées, œuvre capitale pour l'évolution de la peinture vers l'abstraction. C'est complètement abstrait. Ici, dans ce tableau, tout le monde extérieur se reflète dans l'eau et on peut y voir le ciel, les arbres. Et si vous voulez, c'est cette abstraction qui a une importance primordiale dans le développement de l'art moderne et contemporain. Plus les tableaux de Monet sont tardifs dans sa carrière, plus ils sont recherchés. C'est encore mieux quand il s'agit de la redécouverte d'une telle réussite. Ainsi se termine ce journal. Je vous remercie de votre attention. Tout de suite, la météo de Nathalie Riouet. 20h50, La jeune fille et la mort de Roman Polanski avec Sigourney Weaver et Ben Kingsley. 0h40, le dernier journal, Jean-Claude Renaud. Demain à 7h40, dans les 4 vérités, Roland Sicard reçoit Marc Blondel. 13h, le journal Daniel Bilalian. 20h, David Pujadas. En toute fin de soirée, mots croisés d'Arlette Chabot. Une excellente émission à ne pas manquer. Excellente soirée sur France 2. On se quitte avec ces images de feux de joie dans les Alpes autrichiennes à l'occasion de l'année internationale des montagnes. Votre soirée sur France 2. Sigourney Weaver fait face à son tortionnaire dans un huis clos signé Polanski. Quand les lions mangent le coq, un document exceptionnel sur le match France-Sénégal. Enfin, Drag Time USA, portrait de ces hommes qui aiment se travestir. France 2. La jeune fille et la mort et 2 documentaires contre-courant. Au moulant, jupe sexy, talons hauts. Pour le spectacle ou dans la rue, ces hommes-là sont aussi des femmes. Portrait de travestis dans Drag Time USA. Un document contre-courant juste après le journal de la nuit. France 2 vous donne rendez-vous avec Salvetta. Bienvenue dans cette Union Libre spéciale vacances d'été. Pour les amoureux de la belle saison, les ambianceurs sans frontières d'Union Libre sont allés récolter des idées et des bons plans à travers toute l'Europe. On les a fait l'arrivée en vacances. Qui veut essayer? Vous faites quoi à la plage? Dis donc, je t'en pose des questions. On parle americano, americano, americano. Ce qui est bien, c'est que vous êtes toujours sur le coup.
Union Libre spécialité, présentée par Christine Bravo, le Mercure n'a qu'à bien se tenir. Demain soir à 20h55 sur France 2. Être soi-même. Yves Rocher, on n'a jamais autant respecté la nature des femmes. Nous construisons des routes. Elles mènent toujours à vous. Eurovia, une société de Vinci. Gauche. Freine. Droite. Tout droit. Freine. Chaque jour, votre visage marque un peu plus la fatigue et le stress. Tôt ou tard, votre peau vous le rappelle. Evian Infinity crée le soin déstressant lissant. Grâce à l'eau d'Evian, sa formule diffuse au cœur des cellules magnésium et vitamines pour une peau plus lisse, plus tonique, pleine d'une nouvelle énergie. Soin déstressant lissant Evian Infinity révèle votre beauté originelle. Découvrez le nouveau Le Chat Perfect. À basse température, certaines tâches résistent. Avec sa nouvelle formule basse température, le chat libère ses agents actifs dès 30 degrés pour éliminer les taches, même les plus incrustées. Résultat, votre linge est parfaitement propre. Le chat formule basse température, une nouvelle définition de la propreté. Volvic Citron, sa fraîcheur vous prend par surprise. À la GMF, vous pourriez bénéficier du rééquipement neuf après le vol de votre télé et retrouver votre confort avec le remplacement de celle-ci par une neuve équivalente. On s'est dit que ça pourrait vous intéresser. GMF, assurément humain. A-t-elle les reins solides? Vérifiez la solidité financière d'une entreprise par Minitel 3617 Vérif pour une meilleure information sur les entreprises. L'autoroute. Un trait d'union entre nous. Everybody's talking at me. I don't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. I'm going where the sun keeps shining. Qu'est-ce que j'en ai marre d'être petite comme ça? Ça m'énerve! Calme-toi et prends un peu de badois. De la badois? Mais oui, ton repas pétillera et tu verras la vie autrement. Tu verras. Ah! Allez, pour fêter ça, je vais vous dire à tous la météo. Garçon, une échelle, s'il vous plaît. Peut-on envisager un repas sans badois? Ils sont jeunes, inconnus, certains ont même battu des stars. La nouvelle vague d'élus saura-t-elle réconcilier les Français avec la politique? Violence, pornographie, entre réalité et fiction, les films, la télévision, les jeux vidéo, Internet peuvent-ils conduire des adolescents jusqu'au délit ou au crime? Contrôler la diffusion des cassettes, des images, est-ce possible ou souhaitable? La nouvelle génération politique, l'influence des images sur les adolescents, c'est dans Mots croisés demain soir sur France 2.
220 morts, 1500 blessés, c'est le bilan revu à la baisse du séisme en Iran. Les rescapés dénoncent la lenteur des secours. Le retour annoncé d'Oussama Ben Laden. Dans une vidéo, le porte-parole d'Al-Qaïda affirme qu'il est vivant et annonce de nouvelles attaques. 2 plaisanciers coulés avec leur voilier à Saint-Raphaël. Le capitaine du yacht qui les a éperonnés sera déféré au parquet lundi. Madame, Monsieur, bonsoir. Le cortège officiel du ministre iranien de l'Intérieur, arrivé dimanche sur les lieux du tremblement de terre, a été caillassé par des survivants qui s'apprêtaient à passer une 2e nuit dans le froid. Les caméras apparemment n'étaient pas là. On a aussi appris qu'une manifestation a eu lieu samedi pour critiquer l'organisation des secours. Sur les conséquences de ce séisme, le point avec Jean-Yves Perrin. La longue plainte d'un homme qui a tout perdu. Sa femme, ses 2 fils, sa maison. Durement frappé par ce séisme, le village de Shanguré, à 200 km à l'ouest de Téhéran, enterre ses morts. Une trentaine au total, avec l'aide des premiers soldats iraniens, arrivés bien tardivement sur place, selon les sinistrés, exaspérés. Comme Shanguré, des dizaines de villages de la province de Kazvin, au nord-ouest de l'Iran, ont été touchés par le séisme. On dénombre 220 morts et plus d'1 millier de blessés. Surtout des femmes, des vieillards, des enfants. Les hommes étaient déjà partis au champ à l'heure de la première secousse. Le Croissant Rouge iranien estime à 5000 le nombre de maisons détruites, à 25 000 le nombre de sans-abri. La population s'inquiète de l'arrivée de l'hiver. L'hiver est très rude dans cette région. Lorsqu'on leur a demandé s'ils voulaient également de l'aide américaine, ils répondent bien évidemment, puisque tous les moyens sont nécessaires pour reconstruire les milliers de maisons qui ont été détruites ou endommagées dans cette région. Car il ne reste que 3 mois avant qu'il neige, 3 mois pour tout reconstruire. Pourtant, le ministre iranien de l'Intérieur en visite dans la zone sinistrée a fermement refusé l'aide proposée par George W. Bush, alors que les États-Unis voient dans l'Iran l'un des pays de l'axe du mal. En revanche, le ministre se dit prêt à accueillir les ONG américaines, candidates pour épauler les secours iraniens. Au Proche-Orient, les chars israéliens se sont réinstallés dans la plupart des villes de Cisjordanie. Yasser Arafat en appelle à la communauté internationale. Le gouvernement d'Ariel Sharon, lui, envisage de bannir les familles des auteurs d'attentats suicides. Evelyn Goldman. L'armée israélienne a pris position dimanche à Kalkilia en Cisjordanie. Elle réoccupe ainsi 6 zones autonomes, Bethléem, Jenin, Naplouse, Tulkarem et Bitounia près de Ramallah. Pour ce faire, Israël a dû faire appel aux réservistes ce dimanche. Plusieurs milliers d'entre eux pourraient être mobilisés pour au moins 1 mois. Près de Jenin, l'opération militaire a fait 1 mort, un policier palestinien et un autre à Tulkarem. Le président Yasser Arafat, qui a reçu dimanche des diplomates étrangers, a dénoncé l'occupation et accusé Israël de vouloir détruire définitivement l'administration palestinienne. La situation a atteint un point critique et j'ai donné aux ambassadeurs les copies des documents distribués par les Israéliens. Ils demandent aux civils palestiniens que leur démarche administrative passe par l'administration israélienne et non plus par l'administration palestinienne. Information démentie par le cabinet israélien. Ce dernier, réuni dimanche, a discuté du différend opposant l'aile gauche et l'aile droite du gouvernement à propos de la clôture de sécurité qui doit séparer la Cisjordanie d'Israël. Le gouvernement étudie par ailleurs les possibilités juridiques d'une mesure de bannissement des familles de kamikazes vers Gaza. 2 informations concernant l'Algérie. D'abord, le massacre de 7 jeunes qui jouaient au football par des islamistes présumés à Zeralda, à 20 km à l'ouest d'Alger. Et puis des émeutes à 200 km à l'est de la capitale. Pour protester contre le mauvais approvisionnement en eau, des manifestants ont saccagé la sous-préfecture de Jafra. Le retour vidéo d'Al-Qaïda dans une cassette diffusée par la chaîne Al Jazeera, l'organisation terroriste revendique l'attentat au camion-citerne contre la synagogue de Djerba en Tunisie. Sur cette vidéo, dont on ignore l'origine, le porte-parole du réseau annonce la réapparition prochaine de Ben Laden
et la reprise des attaques contre les États-Unis. À Washington, notre correspondant Étienne Lennart. Souleymane Abou Ghait est depuis plusieurs mois le nouveau porte-parole d'Al-Qaïda. Et dans la dernière livraison de ses diatribes à l'égard de l'Occident, diffusée par la chaîne d'information arabe Al Jazeera, il n'y va pas de main morte. Ben Laden et ses lieutenants sont toujours vivants et en bonne santé, raconte-t-il. On aura d'ailleurs le plaisir de les voir bientôt à la télévision. Ils profitent de l'occasion pour revendiquer l'attentat du 11 avril dernier contre la synagogue de Djerba en Tunisie. L'attentat avait fait 19 morts et Abou Ghait l'attribue à un jeune militant d'Al-Qaïda qui ne supportait plus, dit-il, de voir ses frères palestiniens se faire tuer pendant que les Juifs se promènent en Tunisie. Quant aux attentats du 11 septembre, il n'était selon lui qu'un début. Et la classe politique américaine évoquait du coup ce matin une possible nouvelle attaque le jour de la fête nationale, le 4 juillet prochain. Il existe des signes que des militants d'Al-Qaïda sont dispersés un peu partout dans le pays et dans le monde. Et beaucoup de lieutenants d'Oussama Ben Laden opéreront d'ailleurs individuellement. Il ne se passe plus une semaine en tout cas sans que les services du contre-espionnage n'évoquent de nouveaux attentats potentiels. La dernière alerte en date concernait la ville de Las Vegas, ville de jeux et d'argent. Mais dans ce déluge de rumeurs et d'informations souvent démenties, il est bien difficile aujourd'hui d'apprécier les risques réels d'une nouvelle attaque terroriste sur le sol américain. La situation s'aggrave dans le Caucase, théâtre d'inondations catastrophiques. Dans cette région du sud de la Russie, 55 000 personnes ont été évacuées pendant le week-end. Le bilan s'élève déjà à plus de 50 morts. Nathalie Gallet. Des pluies diluviennes se sont abattues dans la région du Caucase depuis la nuit de jeudi à vendredi. Le sud de la Russie a vu s'abattre en 2 jours l'équivalent de 3 mois d'averses. Le bilan actuel et non définitif est de 52 morts et 180 disparus. Dès samedi, le président russe Vladimir Poutine a ordonné que les militaires stationnés en Tchétchénie viennent en aide à la population. Jusqu'à maintenant, 55 000 personnes ont pu être évacuées. J'étais là et j'ai seulement pris mes affaires de première nécessité, celles que je pouvais porter. Et je dois maintenant aller à la recherche de mon fils, resté là-bas. 20 000 autres restent isolés par les eaux et attendent les secours. L'eau et la boue ont envahi environ 45 000 maisons. Plus de 1200 sont totalement détruites. Dans certaines régions, il n'y a plus ni gaz ni électricité. Beaucoup de ponts, de routes, de voies de chemin de fer ont été emportés. Plusieurs camps de réfugiés tchétchènes en Ingouchie ont également beaucoup souffert. Plus de 35 localités ont été touchées dans la République russe. Les dommages sont pour le moment évalués à 33 millions d'euros. Aux États-Unis, c'est le feu qui a déjà ravagé 60 000 hectares de forêt dans l'Arizona. Près de 2000 pompiers sont aux prises avec des vents très violents. Patrice Velay. Avec les moyens du bord, ces Américains luttent contre les flammes et des vents de 70 km/h. Mais rien n'arrête l'immense incendie surnommé Rodeo. Déjà 60 000 hectares détruits en Arizona, sur la côte ouest des États-Unis. 1500 pompiers mobilisés et 35 bâtiments calcinés depuis mardi dans ces montagnes rocheuses. Par mesure de précaution, 8000 personnes ont déjà été évacuées et mises à l'abri, loin des feux. Dans le calme, elles ont improvisé de rapides déménagements, quelques objets chers à protéger des flammes. La sécheresse de ces derniers mois a favorisé le développement de l'incendie. Les fortes températures de cette semaine également. L'été va être rude, a simplement déclaré le porte-parole des pompiers. En mer Égée, les gardes-côtes grecs ont porté secours à 23 immigrants clandestins entassés sur un petit bateau à la dérive. Ils venaient probablement d'Afghanistan. Ils ont été débarqués sur l'île de Chios. En France, c'est un yacht de 30 mètres qui a éperonné et littéralement désintégré un petit voilier au large de Saint-Raphaël. La collision a fait 1 mort et 1 disparue. Le capitaine du yacht, placé en garde à vue, sera déféré au parquet lundi. Correspondance de Nathalie Jourdan et Frédéric Cerulli. Choqué, le propriétaire du yacht ne comprend toujours pas ce qui s'est passé. Il n'était pas à bord au moment de l'accident. Voilà ce qui reste du petit voilier que son navire de 32 mètres a éperonné hier. En quelques secondes, le voilier a coulé à pic, emportant 2 plaisanciers. Un seul corps a été repêché, celui d'une femme. Une personne peut-être a été emprisonnée au fond du bateau et coulée avec.
chose qu'on ne pensait pas au sein de notre équipage, parce que vu l'état des petits débris, je répète, ça, on pense qu'il a vraiment été pulvérisé. Le yacht, le voici. Le John John, saisi à quai, à peine éraflé. On change la pellicule, on fait le bâbord. D'accord. Les indices, les gendarmes les recherchent sous l'eau, sur la coque. Placé en garde à vue, le capitaine du yacht dit ne pas avoir compris la manœuvre du voilier, mais la réglementation en mer est formelle. Un navire faisant route qui est au moteur, qui navigue au moteur, doit à tout prix s'écarter d'un voilier qui fait route. C'est une règle qui s'applique à tous les navires à moteur. Yacht, voilier, pointu, en été, les côtes azuréennes ont des allures d'autoroute. Moi, une ou deux fois déjà, on a eu des chaleurs parce qu'on avait des bateaux qui nous fonçaient dessus, quoi. Alors soit ils sont sous pilote automatique, ils ne regardent pas devant, soit on pêche dans des zones où ils n'ont pas l'habitude, parce qu'en fait c'est essentiellement des bateaux qui font Cannes Saint-Tropez. Les accrochages sont nombreux, mais rarement mortels. Le deuxième occupant du voilier n'a toujours pas été retrouvé. Les recherches seront abandonnées à la tombée du jour. D'autres informations en bref, en cette saison des cerises et des groseilles et maquereaux, on commence par les effets de la canicule qui continue de sévir dans le sud-est, notamment à Marseille. La France a chaud, la pollution aime ça. Marseille a dépassé pour le 7e jour consécutif le seuil des 180 microgrammes d'ozone par mètre cube d'air en moyenne sur une heure. En clair, le pic de pollution a encore été dépassé dimanche. Selon Météo France, le Mistral devrait se lever à partir de lundi et soulagerait ainsi la région des Bouches-du-Rhône d'une chape de plomb difficile à supporter pour les enfants et les personnes âgées. Ils n'étaient guère nombreux, 350 tout au plus. Tous riverains de l'aéroport d'Orly, victimes selon eux d'une dégradation de leur environnement sonore depuis le 21 mars dernier. En fait, depuis le déplacement vers le sud de l'Île-de-France, des couloirs aériens d'envol et d'atterrissage. Les manifestants craignent aussi que la suppression du projet de 3e aéroport ne leur fasse subir un peu plus l'augmentation du trafic aérien prévue pour les prochaines années. Réouverture du tunnel du Mont Blanc mardi. Tous les camions de transport international, excepté ceux transportant des matières dangereuses ou polluantes, pourront passer sous le tunnel. Les élus prévoient des embouteillages monstres dès le début de la saison touristique et dès mardi, la manifestation des écologistes opposés au retour des camions risque de perturber très fortement le trafic. Justice et médecine, quel est le statut du fœtus? L'embryon a-t-il une existence légale? Les réponses à ces questions sont déterminantes au moment où de nombreux couples accusent les médecins d'erreurs de diagnostic pendant la grossesse. Laetitia Legendre et Marie-Pierre Cassignard. Le fœtus est-il une personne? Et peut-il être, lui aussi, victime d'un homicide? Un débat juridique, éthique, qui se posera de nouveau devant la Cour de cassation mardi prochain. Cette fois, c'est la mort in utero d'un fœtus de 9 mois, à la suite de négligence médicale, qui pose la question de la protection pénale du futur bébé. Autour de son statut, il existe un véritable vide juridique et législatif. Là, on est précisément dans ce moment où on va basculer vers l'indemnisation au bénéfice d'un fœtus qui n'est pas encore né. Et là, c'est vrai qu'on ouvre une brèche très importante qui risque d'avoir des conséquences lourdes, puisqu'on en viendrait à indemniser des décès in utero, on en viendrait à indemniser peut-être des fautes médicales lors d'une intervention sur un fœtus, par exemple. Pour les médecins, le fœtus est un patient qui requiert des soins, mais il n'est pas une personne à part entière. Lui reconnaître ce statut pourrait avoir de lourdes conséquences pour l'avortement ou les recherches sur l'embryon. Ça peut donner lieu à beaucoup de contestations. Ce que je peux dire, c'est qu'alors là, nous tombons dans ce que les juristes appellent l'insécurité juridique. Nous ne saurons plus où nous allons. Homicide, pas homicide, incertitude totale, drame en fait pour la société civile et drame bien entendu pour le corps médical. À partir de 6 mois, lors d'une interruption médicale de grossesse ou d'un bébé mort-né, les parents peuvent faire reconnaître leur enfant, l'inscrire sur le livret de famille, le faire autopsier, l'inhumer. Mardi, la Cour de cassation devra répondre à la question fondamentale, à partir de quand devient-on une personne à part entière? Les sports, une pause avant les demi-finales du mondial de football permet de faire une petite place au basket. C'est l'Asvel, le club de Lyon-Villeurbanne, qui est devenu champion de France de basket.
dimanche en battant en finale retour Pau-Orthez 65-64. Villeurbanne n'avait plus conquis ce titre depuis 21 ans. En Formule 1, cette fois, c'est bien Rubens Barrichello qui a franchi en vainqueur la ligne d'arrivée du Grand Prix d'Europe dimanche sur le circuit du Nürburgring en Allemagne dans sa Ferrari. Son coéquipier Michael Schumacher est resté dans sa roue. On se souvient qu'en Autriche le mois dernier, l'écurie Ferrari avait demandé à Barrichello de s'effacer devant le quadruple champion du monde. Pour finir, 13 histoires, 13 personnages inventés par Rufus. C'est au Théâtre des Variétés à Paris jusqu'au 25 juin avec une reprise en juillet au Festival d'Avignon. Reportage Claude Crespo et Jean-Louis Melin. Quand j'étais petit, je me disais, quand je serai grand. Quand je serai grand, quoi? Non mais, quand je serai grand, je ferai des miracles. Où vas-tu, petit garçon? Je vais à l'école. Quand reviendras-tu? Jamais. Mais, outre cette chanson de Brigitte Fontaine, 12 histoires, fantasques et fantastiques, qui sont nées l'hiver dernier ici même, chez Rufus. Les voisins étaient venus ici chaque soir en échange de la soupe et du vin rouge et du cake aux olives. Moi je jouais ici, enfin, je leur racontais ces histoires qui rendent joyeux, quoi. En gros, ces histoires racontent des personnages qui changent de direction. Ils font un pas de côté et leur vie a changé. J'y crois pas, ton Père Noël! Je suis plus une petite fille, disait la petite fille. Et c'est vrai, Marjorie avait déjà 12 ans. Un cadeau gratuit, sans rien à signer. Non mais oh! Bah, mes parents, ils achètent de l'essence, ils ont un cadeau, ça je comprends. L'artiste adolescent, déjà en clown. D'ailleurs, malgré ses 65 films et des dizaines de pièces, Rufus a gardé un lien très fort avec l'enfance. Un exemple. Son nom de scène, inspiré d'une bande dessinée de Sampé et Goscinny. Et dans sa riche carrière, un seul credo, oser, la sincérité. C'est assez risqué de dire les choses qu'on n'est pas. Le plus sûr pour toucher les gens, c'est d'être ce qu'on dit. Rufus aimerait bien voler d'ailleurs, il adore les avions. Mais il retombe à chaque fois, heureusement, pour retrouver son public. Oh non, 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 arrêtez, arrêtez! Ça y est, j'ai compris! Oui, ouais, je vais y prendre goût! Oh non, non! Oh non! Trop tard. Les gens adorent les trucs qu'on se raconte pour se faire du bien. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Demain vous retrouvez Laurence Piquet. Bonne nuit à tous. Excellente nuit à toutes et à tous. Rafraîchissement général au programme de ce lundi. On ne va pas s'en plaindre. On ne parlera donc plus de canicule dans le sud-est, mais les températures commenceront à nouveau à remonter à partir